affaiblir l'État islamique au Grand Sahara, le IGF, groupe terroriste rival d'AQMI, désigné ennemi numéro 1 lors du sommet de Pau. Mais après la mort de 5 soldats tués lundi et samedi dernier dans 2 attaques à l'engin explosif improvisé, Florence Parly admet que les conditions de sécurité restent difficiles et ce n'est pas la seule difficulté à laquelle Barkhane doit faire face. Le soutien européen au travers de la force Takuba prend du retard et l'arrivée au Mali d'un bataillon tchadien se fait toujours attendre. Or, ces soutiens extérieurs seront incontournables si bientôt la France émet le souhait de réduire son empreinte au Sahel. La Centrafrique attend, elle, les résultats du premier tour de la présidentielle et des législatives de la semaine dernière, attente dans un contexte tendu alors que la ville de Bangassou serait tombée aux mains de groupes armés rebelles. Situation toujours confuse aujourd'hui dans cette localité du sud-est du pays à 750 km de la capitale Bangui. Il est 16h04 à Bruxelles, 18h34 à Téhéran et l'enrichissement d'uranium à 20% est une entorse considérable aux engagements nucléaires de l'Iran. C'est l'avertissement de l'Union européenne cet après-midi après l'annonce officielle de Téhéran de vouloir produire de l'uranium enrichi à un taux 5 fois supérieur au seuil fixé par l'accord de Vienne conclu en 2015. Les 27 disent attendre plus d'informations avant de décider d'une éventuelle action. Dans le golfe Persique, la Corée du Sud réclame cet après-midi la libération du pétrolier saisi par les gardiens de la révolution iranienne. Pour Téhéran, le navire a violé de manière répétée les lois sur l'environnement marin. La Corée du Sud a par ailleurs envoyé une unité anti-piraterie. Un scandale, un fiasco français, la stratégie vaccinale du gouvernement français est toujours sous le feu nourri des critiques de l'opposition. Après une communication prudente, l'exécutif dit désormais qu'il faut accélérer, notamment face à la polémique sur la lenteur de la campagne de vaccination, un changement de braquet décrypté par Anne Souhaitemont du service politique de RFI. Il y a eu les masques, puis les tests. Voici maintenant la polémique sur la vaccination et les errements de communication du gouvernement. Omnubilé par les vaccinosceptiques, l'exécutif aurait-il eu une communication trop prudente, trop négative? Force est de constater qu'en quelques jours, le discours a en tout cas radicalement changé. Avant les fêtes, Olivier Véran revendiquait un processus progressif, d'abord les EHPAD, puis les soignants, puis les plus de 65 ans et ensuite le reste des Français à partir du printemps. Face à la reprise épidémique dans le Grand Est et dans le Sud, face aux critiques du monde scientifique et des élus, et après ce qui ressemble à la réprimande du président lors de ses vœux, je ne laisserai pas une lenteur injustifiée s'installer, a déclaré Emmanuel Macron. Eh bien, ce week-end, changement de communication. Les ministres se succèdent sur les plateaux de télévision. Ils tentent de calmer le jeu. Le processus va s'accélérer avec notamment la vaccination plus tôt que prévu des soignants. Une réunion autour d'Emmanuel Macron est prévue à l'Élysée cet après-midi sur le sujet. La campagne de vaccination se poursuit au Royaume-Uni. En plus du tosinaméran de Pfizer et BioNTech, le pays a commencé à distribuer des doses du vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca. Dans ce contexte, l'Écosse a annoncé aujourd'hui un retour au confinement complet jusqu'à la fin du mois de janvier au minimum. En Chine, des milliers de Pékinois ont bravé un froid glacial et fait la queue pour être vaccinés à temps avant le nouvel an chinois prévu dans un mois. Au Japon, le gouvernement envisage d'imposer un état d'urgence dans la région du Grand Tokyo devant la dégradation de la situation sanitaire. Le Premier ministre Yoshihide Suga réaffirme vouloir tenir les Jeux Olympiques prévus dans la capitale japonaise l'été prochain. Aux États-Unis, le président élu démocrate Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump retournent en campagne électorale aujourd'hui dans l'État de Géorgie. Les deux rivaux viennent soutenir les candidats de leurs partis respectifs à 2 élections partielles pour le Sénat américain, 2 sièges cruciaux qui détermineront la majorité dans la Chambre haute du Congrès des États-Unis. Un vote sur fond de polémique. Dans un enregistrement dévoilé par le Washington Post, Donald Trump a notamment fait pression sur le responsable des élections de l'État de Géorgie pour tenter de modifier les résultats de la présidentielle du 3 novembre. L'État du Sud a été remporté par Joe Biden, on le rappelle. 3 jours après la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen, cette journée de lundi devait faire figure de test pour les douanes des 2 côtés de la Manche, pour vérifier la bonne application notamment de l'accord commercial conclu entre Londres et l'Union européenne. Notre envoyé spécial Anissa El Jabri s'est rendu au port anglais de Douvres, où la transition n'est pas encore enclenchée.
Devant l'entrée du rond-point qui mène au port, une camionnette de police, quelques fonctionnaires en jaune fluo, ils stoppent plusieurs dizaines de secondes chaque véhicule pour vérification. Les chauffeurs de poids lourds brandissent une liasse de papier par la fenêtre, espagnols le plus souvent ce lundi. Ils ne parlent pas un mot d'anglais, mais font signe, leur pouce vers le bas quand on leur demande si tout se passe bien. Visiblement très agacés par les nouvelles procédures, les professionnels de la route, comme cet homme venu d'Europe centrale. C'est lent, c'est difficile, il faut beaucoup de papiers et si on ne les a pas, on reçoit une amende. C'est vraiment compliqué. Pour les particuliers, c'est souvent les garanties sanitaires demandées pour entrer en France qui posent problème. Vous avez votre test Covid? Non? Alors allez voir ma collègue là-bas, elle va vous dire quoi faire. Demi-tour pour le conducteur refoulé sans preuve de non-contamination. Reste qu'en cette période traditionnellement calme pour le transport routier, le trafic est très fluide, au soulagement de se retraiter en promenade. Sans un accord commercial, il y aurait eu beaucoup de trafic. Je suis donc soulagé d'une certaine manière. On ne veut vraiment pas revivre le chaos qu'on a eu avant Noël. Pour adoucir la transition, le gouvernement britannique a en tout cas prévu d'attendre juillet pour contrôler les marchandises venues d'Europe. Anissa Jabri, Douvres, RFI. La justice britannique refuse d'extrader le lanceur d'alerte Julian Assange vers les États-Unis. La décision très attendue est tombée à midi à Londres, un jugement motivé entre autres en raison des risques pour la santé mentale du fondateur de Wikileaks, poursuivi par la justice américaine pour espionnage. C'est la fin de ce journal, il est bientôt 16h10 à Paris, 15h10 en temps universel. Merci d'écouter RFI. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain, Quand les jeunes retournent au village, en Afrique, une chance ou une malédiction? mercredi, Après les tempêtes, les clashs, comment réinventer le couple en 2021? contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide. Du lundi au vendredi à 10h10 TI sur RFI. Vous m'en direz des nouvelles? Jean-François Cadet, Jérémy Besset. Baptiste Antoine. Bonjour, bonsoir. C'est une histoire sombre dans une ville blanche, une histoire de silence, et pourtant un récit à plusieurs voix. Des voix fêlées, mortes avant l'heure, alourdies par l'absence, le remords, la culpabilité, dont l'entrelac dessine une tragédie du non-dit et de l'indicible. Celui qui tient la plume, c'est Tar Benjeloun de l'Académie Goncourt. C'est dans son Maroc natal, à Tanger, qu'il nous emmène à travers ce destin brisé par une tragédie, un tremblement de terre, une explosion qui a tout ravagé, un roman poignant entre passé et présent, entre drames intimes et corruption des hommes et des mœurs, entre cultures maghrébines, espagnoles, françaises aussi, dont personne ne sortira indemne. Le miel et l'amertume de Tar Benjeloun sort le 7 janvier chez Gallimard, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Tar Benjeloun. Bonjour. Un livre qui sort ces jours-ci, on se dit qu'il a dû être terminé, sinon totalement écrit, pendant le confinement et la crise sanitaire que nous continuons de vivre, c'est le cas? Non, j'ai commencé bien avant le confinement. J'ai peaufiné pendant le confinement. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, surtout, j'avais commencé bien avant. Bien avant, c'est une histoire qui était dans ma tête depuis très longtemps parce que j'ai pratiquement vécu. Je connaissais très bien l'individu qui faisait des saloperies avec les enfants. Et puis, dans ma propre famille, j'ai une petite nièce qui a été victime de cet homme. Alors, je parlais de confinement parce que moi j'ai pensé tout de suite au confinement. En ouvrant le livre, vos deux personnages principaux, Mourad et Malika, se sont en fait deux confinés. Pas à cause d'un virus, mais à cause d'une tragédie, pour reprendre le mot utilisé par Mourad, une tragédie qui les a en fait enfermés au propre et au figuré. Tout à fait, parce que ce qu'on oublie de dire souvent quand un pédocriminel abuse d'un enfant, et il détruit son avenir en tout cas, il détruit en même temps toute la famille. Et ce livre raconte comment ce pédocriminel a pu agir en toute impunité, abuser de plusieurs jeunes filles à Tanger, et en fait continuer à soi-disant publier des poèmes de ces jeunes, tout en les ramenant chez lui pour les abuser et les massacrer en quelque sorte. Et en même temps,
après la mort de la très jeune fille, la culpabilité est telle que les deux parents qui n'avaient rien vu, qui n'avaient rien soupçonné, se renvoient la balle et sont détruits à leur tour, parce que l'action du pédocriminel va très loin jusqu'à déstructurer et mettre à plat un couple qui était parti pour être heureux et qui devient un couple haineux, violent, acariâtre, malade et ne s'aimant plus. Voilà, les premières lignes du roman correspondent à peu près aux deux premières pages. C'est l'extrait que nous avons choisi de mettre en ondes. Nous sommes à la page 11 de votre roman, Tarbengelo. J'habite un sous-sol tellement bas qu'il m'arrive parfois de le confondre avec une tombe. Il est froid, ce qui m'arrange l'été et qui m'agace l'hiver, surtout que cette saison à Tanger est très humide. Au-dessus, nous avons une maison construite à l'époque où tout allait bien et où nous étions, ma femme et moi, assez confiants dans l'avenir. Nous étions stupides et nous ne le savions pas. Nous étions même heureux et nous ne nous rendions pas compte de notre chance. Les étages au-dessus sont fermés, ou plutôt interdits. Les salons et les chambres sont meublés, les rideaux tirés, les tapis étalés fixés au sol. De temps en temps, des chats viennent y faire leurs besoins. Nous l'apprenons par l'odeur. Nous ne recevons jamais. Personne n'a jamais été invité dans les étages. C'est ainsi, et je ne veux pas aborder ce sujet avec ma femme. J'ai appris qu'il ne faut pas discuter certaines décisions absurdes. Nous vivons donc, si on peut appeler ça vivre, dans 49 mètres carrés. Pas de fenêtre. La lumière entre par la porte ou par la lucarne de la cuisine. Nous nous sommes installés là quelques mois avant la tragédie. Punis. Dorénavant, nous nous enterrons dans ce sous-sol que j'appelle souvent la cave. Mon matelas n'est pas très épais. Je m'en contente. Je m'y suis même habitué. Je suis de petite taille et assez mince. Celui de ma femme a l'air plus confortable. Chacun est dans un coin. 5 mètres nous séparent. Parfois, ce sont des milliers de mètres qui s'installent entre nous. La cuisine et la salle de bain sont de l'autre côté. Le reste de l'espace, on l'appelle le salon télé, où trônent nos 2 téléviseurs. Chacun le sien dans la mesure où nous n'avons pas les mêmes goûts. Munis d'un casque, nous regardons des programmes différents. Ma femme adore les séries turques et brésiliennes doublées en arabe dialectal. Moi, je regarde des films classiques et certaines émissions de débat politique. Parfois, elle s'endort et le casque tombe. Je me lève et j'éteins sa télé. Le lendemain, elle m'en veut de lui avoir fait manquer la fin de l'épisode. Depuis que j'ai pris ma retraite, j'essaie de ne pas mourir. Je me demande bien pour quelle raison je résiste. Mes joies sont si rares. Mes souvenirs sont fatigués et je fais un effort pour ne plus les convoquer, m'y réfugier. J'apprends à m'en méfier. Je suis ce que je peux, pas grand-chose. J'ai essayé de fermer la blessure, non pas de l'effacer, mais au moins de l'éloigner de moi, de nous. C'est Mourad qui parle ainsi, Tarbengelo. Mourad, donc un fonctionnaire retraité qui a vécu une tragédie, c'est le mot qu'il emploie. Alors, il n'est pas heureux, il a perdu l'estime de lui-même, on l'apprend par petites touches comme ça au tout début du livre. Et les chapitres qui sont assez courts nous font au départ entendre 2 voix. Celle de Mourad et celle de sa femme Malika, les 2 habitants de ce fameux sous-sol. Ensuite, il y a d'autres voix qui petit à petit vont se mêler à ce duo. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette forme-là, ce roman à plusieurs narrateurs? Parce que chacun a sa vérité à défendre. Et il vaut mieux que ce soit le père qui parle de lui-même et ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et la parole après est donnée à sa femme qui va lui répondre, en quelque sorte comme si c'était un prétoire, oui. Et va lui répondre, oui, tu penses que tu es plus malade que moi, alors que moi je suis vraiment malade, je suis terrassé, etc. Et en fait ça fait on assiste presque à une réunion de famille où chacun dit ce qu'il pense, avec parfois violence, mais c'est souvent sincère et ça sort du cœur parce que c'est un couple qui est malheureux.
Oui, il y a une sorte de compétition du malheur d'ailleurs. On Elle n'a pas cette est impression-là. plus douée pour le malheur que lui. Elle se plaint davantage. Oui, elle se plaint davantage. Elle est hystérique, elle tombe facilement par terre, elle fait tout un cercle. Et lui, il est déçu de lui-même et il a subi d'abord les pressions de sa femme pour qu'il participe à la corruption généralisée, parce que c'est un fonctionnaire qui a un poste plus ou moins important, parce qu'il a la signature, et va le pousser à accepter la corruption. Et petit à petit, presque à son corps descendant, il va accepter les billets de banque glissés dans un livre ou dans une enveloppe qu'il le remet à sa femme. C'est un faible, Mourad Tarbenjelloun, un faible, un lâche et un homme défait, un homme assez pathétique finalement. Très pathétique, oui. Mais en même temps, il aurait pu, comme il dit, il aurait pu être quelqu'un d'autre. Il aurait pu avoir une autre vie. Au départ, il voulait être intègre d'ailleurs. Il se glorifiait d'être celui qui pouvait résister justement à la corruption. Il a essayé de résister, mais vous savez, la pression familiale, la pression de la femme, surtout de sa femme à lui, était assez grande parce que les épouses dans ces sociétés-là ont un rôle énorme à jouer parce qu'elles veulent sauver les apparences et dans le paraître. Et l'homme... Et la rencontre. Ah oui. Et l'homme, lui, il fait ce qu'il peut pour sauver un petit peu sa dignité, mais il n'y arrive pas. Mais on a un peu l'impression, en vous lisant Tarbenjelloun, que la corruption, c'est un peu le carburant de la société marocaine. Alors, c'est le deuxième livre que je consacre à la corruption au Maroc. Et le premier s'appelle L'homme rompu, il est paru il y a 25 ans. Et je pensais que ça allait en diminuant. Pas du tout. La corruption est devenue un commerce parallèle à toute la vie sociale. Et il y a une instance actuellement qui existe, qui lutte contre la corruption, mais c'est très difficile de lutter quelque chose qui est ni vu ni connu. Ça se passe par des détournements très, très abstraits et qui fait que la corruption continue. La justice est pourrie à cause de ça. Et le Maroc souffre énormément de cette situation parce que finalement tout le monde touche plus ou moins à la corruption et il y a une espèce de partage qui remplace un peu ce que l'État aurait pu faire et donner. Mais ça va loin parce qu'on a un peu l'impression, c'est Malika qui le dit, c'est pas vous, mais c'est Malika qui le dit, que les autorités, y compris le roi, non seulement acceptent, mais presque incitent la corruption. Elle parlait surtout de l'autre roi de Hassan II qui avait fermé les yeux sur des cas de corruption énormes, mais parce qu'en même temps, l'État n'avait pas les moyens de payer les juges, les gendarmes, les policiers, les fonctionnaires. Donc ça mettait de l'huile dans les rouages, en quelque sorte. Oui, il fallait que les citoyens récupèrent un peu de salaire dans la poche des autres. Alors évidemment que quelqu'un a besoin de vous, il va construire un immeuble sur un terrain, bon, il faut avoir l'autorisation. C'est quelqu'un qui doit avoir des moyens, donc il faut qu'il donne un peu. C'est quoi un café à 2 sucres, oui. Alors, parce qu'en arabe, pour dire la corruption, on dit qahwa, on dit café. C'est-à-dire, c'est un pourboire. Alors, à 2 sucres, ça veut dire à 2 chiffres. C'est-à-dire, c'est pas, c'est comme, à 2 chiffres. C'est en compte par le nombre de zéros. Voilà. Alors, c'est par exemple, on veut 2000 dirhams, ça fait 2 sucres. Quand on veut 10 000, ça fait 10 sucres, mais on peut mettre 10 sucres dans le café. 10 sucres dans le café, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, mais enfin, 2 sucres, ça veut dire beaucoup, quoi. Ça veut dire, il faut mettre un peu la main dans la poche. Oui. L'image qui est renvoyée du Maroc à travers ce livre, elle est quand même pas exceptionnelle. Parce que vous citez aussi un historien, un sociologue, alors ça remonte à longtemps, du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, qui dit en substance, et vous citez, il y a un extrait de l'un de ses livres, je cite, leur existence, il parle des Arabes dans cet extrait, leur existence est essentiellement en opposition avec la construction qui est la base de la civilisation. Et il dit donc que l'avidité est le moteur finalement des Arabes en général. Cette généralisation-là, on est au XIVe siècle, hein, mais Ibn Khaldoun a été le premier grand sociologue de l'histoire, historien et sociologue, et le premier à avoir expliqué le fonctionnement économique des pays par le climat. Ça fait plusieurs siècles.
et il avait une vue extrêmement juste sur les Arabes qui sont arrivés en Afrique du Nord où Ibn Khaldoun était. Il a vu ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont défait. Et son opinion sur les Arabes de l'époque n'était pas très bonne. Et moi, quand j'étais déjà au lycée, on nous citait Ibn Khaldoun comme l'historien qui a dit la vérité sur ce que nous sommes. Sur ce que nous sommes, donc encore aujourd'hui. Parce qu'il reprend à son compte Mourad, oui, mais parce que il dit, c'est vrai que quand on voit l'état du monde arabe actuellement, un état finalement des pays qui sont avec beaucoup d'argent, qui ne font que des choses qui ne sont pas dans l'intérêt des peuples, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de respect d'individus, etc. On se dit finalement, Ibn Khaldoun avait raison. Alors, il assume, Mourad, il est très coupable d'avoir... Il est coupable, mais il assume difficilement. Il assume difficilement, il finit par assumer, il reconnaît que c'est de sa faute, en quelque sorte, il a accepté les traitements. Vous savez, j'ai connu le cas de quelqu'un qui était dans un bureau, il était 3, et il lui aurait mené la vie impossible jusqu'à le dégoûter et partir. Donc il faut jouer le jeu, sinon il faut partir. Oui. Par contre, sa femme, donc Malika, qui est donc, vous l'avez dit, l'une de celles qui l'a incité à passer à l'acte et à accepter ces cafés plus ou moins sucrés, si j'ose dire, elle, c'est rarement de sa faute. C'est-à-dire que très souvent elle dit tous les malheurs qui sont tombés sur moi et sur ma famille, c'est le mauvais œil. C'est une superstition qui est très répandue. Aujourd'hui encore, le mauvais œil. Bon, de toute façon, c'est une façon de se défendre pour elle. Mais mais alors, le pire d'entre eux, c'est que lorsque la tragédie arrive, lorsque leur fille de 15 ans se rend chez ce pédocriminel, et ils sont pas au courant, ils savent rien. Parce qu'évidemment, elle le cache. Oui, bien sûr, c'est le silence. Et ils ne se doutent de rien, ils ne savent pas ce qui va se passer après. Et ce qui va se passer après est une vraie tragédie. Une jeune fille de 15-16 ans qui décide de s'en aller parce qu'elle a été souillée, elle a perdu sa dignité d'être humain à cause d'un salaud. Et bien après, elle laisse derrière elle une famille qui va subir toutes les conséquences de cet acte. À Tanger, j'ai d'abord vu la ville semblant narguer l'Espagne, accrochée comme un cil aux yeux de la montagne. À Tanger, j'ai vu cette lumière qui ne faiblit jamais, qui jaillit de la mer pour inventer l'été. À Tanger, j'ai marché dans les rues et ma tête était claire au milieu des cohues et des parfums amers. À Tanger, j'ai vu le regard d'elle de ce peuple vaillant, enfanté par des siècles de mélange et de sang. Tiédeur du tout petit matin, dans la brume qui meurt en perles sur les mains. À Tanger, j'ai entendu l'appel qui déchire la nuit, comme un souffle du ciel sur la ville endormie. À Tanger, j'ai pensé à Matisse, Burroughs et de la Croix, aux heures qui tarissent et ne reviennent pas. À Tanger, j'ai vu ma solitude dans le miroir du temps, dans l'illusion du sud, dans les transes du vent. Tanger,
Malek dans VMDN sur RFI avec l'écrivain Attar Benjeloun de l'Académie Goncourt pour son roman Le miel et l'amertume, paru chez Gallimard, enfin apparaître chez Gallimard, hein, il sort jeudi prochain. Tanger, c'est donc la ville qui sert de décor à votre récit. Tanger, c'est une ville, Attar Benjeloun, que vous connaissez très bien. C'est une ville où vous avez grandi, vous avez fait vos études au lycée français, c'est là que vous avez écrit vos premiers poèmes aussi. Est-ce que c'est une ville romanesque? Très romanesque, Tanger, parce que surtout le Tanger de mon époque, c'est-à-dire l'époque où, la fin de l'époque internationale, mais lorsque elle est devenue marocaine en 57, pendant au moins 10-15 ans, il est resté avec des traditions de présence de beaucoup de gens de plusieurs pays. Il y avait des Italiens, des Américains, des Anglais, des Français, des Espagnols. C'était une ville vraiment cosmopolite. On est à la pointe nord du Maroc, hein, sur le nord, et on a en face l'Espagne qu'on peut voir, on voit vraiment les côtes espagnoles. Et c'est une ville de passage, une fenêtre sur l'Afrique, une porte de l'Europe en même temps. Et c'est une ville très très bizarre parce que elle a beaucoup changé maintenant, mais ça a été considéré par beaucoup d'écrivains, dont Jean Genet, comme une ville borgne, avec plein de choses très très suspectes. Bon, mais en même temps, c'est une ville qui a donné asile à Matisse en 1912, qui a plein de choses merveilleuses là-dedans. Delacroix est passé aussi par Tanger. Il y a une lumière. Oui, la lumière de Tanger, bien sûr. Et puis après, il y a eu la Big Generation avec Beaurouf, Kerouac et tous les autres, et puis Paul Bott qui s'est installé là-bas, et Jean Genet qui y venait souvent. Donc c'est une ville qui a attiré beaucoup de gens, dont Tennessee Williams, qui a écrit soudain l'été dernier dans un petit hôtel tout près de la plage. Il y avait aussi Francis Bacon qui est venu